Chapitre 1. La pluie martelait, sans relâche la fenêtre du cabinet d'avocat, les gouttelettes dégoulinant sur la vitre comme si elles tentaient de noyer toute la ville de New York dans une brume épaisse. Julian Thorne était assis, raide, sur une chaise en cuir, ses yeux d'un bleu profond fixés sur le testament étalé devant lui. Les mots étaient imprimés clairement, nettement, mais pour lui, il semblait danser sur la page, se moquant de lui. Une part considérable de l'immense fortune de son grand-père, Henry Thorne, l'homme qui avait bâti Thorne Enterprises à partir de rien, était léguée à une parfaite inconnue, Ella Monroe. Qui est Ella Monroe? Demanda Julian, sa voix froide, bien qu'une tempête fît rage sous la surface. Il se pencha en avant, les yeux vifs et plissés en direction du vieil avocat en face de lui, Harold Grayson, qui servait la famille Thorne depuis plus de 3 décennies. Harold ajusta ses lunettes rondes, sa voix calme et prudente. « C'est une infirmière, Monsieur Julian, elle travaille à l'hôpital Saint-Marie. Monsieur Henry l'a spécifiquement mentionné dans le testament. » « Une infirmière ?» laissa échapper Julian dans un rire sec, dénué d'humour. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, une main profondément enfouie dans la poche de son pantalon de costume sur mesure. Mon grand-père, qui ne faisait confiance à personne en dehors de cette famille, a laissé des millions à une infirmière inconnue. Est-ce une plaisanterie, Harold? Ce n'est pas une plaisanterie, monsieur. Harold ouvrit un dossier et en sortit une petite enveloppe jaunie, scellée à la cire rouge. C'est une lettre manuscrite de monsieur Henry. Il m'a chargé de vous la remettre uniquement après la lecture du testament. Julian se retourna, son regard se rétrécissant. Il prit l'enveloppe et sentit la texture rugueuse du papier sous ses doigts. La cire rouge portait le blason de la famille Thorne, un aigle aux ailes déployées qui lui serra la poitrine. Son grand-père avait toujours été très fier de ce symbole, de l'héritage qu'il avait bâti à partir de rien. Alors pourquoi aurait-il fait ça? Julian déchira l'enveloppe et déplia l'unique feuille à l'intérieur. L'écriture forte et familière de son grand-père ne remplissait que quelques lignes. « Julian, tu es ma fierté, mais tu manques de foi en l'humanité. Ella Monroe n'est pas une inconnue. Elle m'a montré la lumière dans mes jours les plus sombres. Trouve-la. Ne laisse pas les préjugés aveugler ton cœur. » Julian serra le papier, la chaleur montant dans sa poitrine. « La lumière, les jours les plus sombres ?» murmura-t-il, incrédule. Son grand-père, Henry Thorne, était un homme d'acier, jamais du genre à se laisser influencer par les émotions. Et voilà qu'il avait laissé plus de 50 millions de dollars à une femme dont Julian n'avait jamais entendu parler. Il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. Ella Monroe était une croqueuse de diamants, quelqu'un qui avait profité d'un vieil homme vulnérable dans ses derniers jours. « Nous devons enquêter sur elle, » dit Julian, son ton aussi tranchant qu'une lame. « Je veux tout savoir sur Ella Monroe, qui elle est, ce qu'elle a fait à mon grand-père, et pourquoi il a pris cette décision insensée. » Harold soupira, le poids de l'âge et de l'expérience dans ses yeux. « Monsieur Julian, je vous exhorte à la prudence. Monsieur Henry n'était pas facile à duper. Peut-être y a-t-il quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Que je ne comprends pas. » Les lèvres de Julian se retroussèrent en un sourire froid. « Il comprend parfaitement. Les gens comme elle trouvent toujours un moyen de s'insinuer dans les familles riches. Elle a peut-être joué la comédie parfaite, mais je la démasquerai. » Il sortit du bureau en trombe, le bruit de ses chaussures en cuir poli résonnant sur le sol en marbre. La pluie tombait toujours à verse, mais à l'intérieur de Julian, un feu s'était allumé, un feu de suspicion et de détermination. Qui que soit Ella Monroe, elle n'allait pas s'en tirer comme ça. Il trouverait la vérité, et si elle était bien une manipulatrice, il s'assurerait qu'elle paie. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Julian sortit son téléphone et composa le numéro de son assistant personnel. « Trouve-moi tout sur une infirmière nommée Ella Monroe à Saint-Marie. Je veux savoir ce qu'elle mange au petit-déjeuner. » Il mit fin à l'appel, les yeux brillants d'une froide résolution. Mais au fond de lui, une petite question vacillante subsistait. Si grand-père lui faisait confiance, y avait-il quelque chose qu'il avait manqué? Vous regardez Soul Stories, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2.
La fille mystérieuse et son frère malade Julian Thorne n'avaient jamais mis les pieds dans le Lower East Side, un quartier de rues étroites, d'odeurs de moisie et de sirènes d'ambulances lointaines. Il ajusta sa cravate, se sentant déplacé dans son costume Armani au milieu des vieux bâtiments aux murs tagués. Son assistant, Marcus, lui avait envoyé par texto l'adresse d'Ella Monroe, un petit appartement au 3e étage d'un immeuble délabré. « Elle vit ici ?» murmura Julian, ses yeux balayant une file de gens qui attendaient à un food truck voisin servant des repas gratuits. Si Ella était vraiment une croqueuse de diamants, elle jouait un jeu remarquablement habile. Il poussa la lourde porte en fer, les gonds rouillés gémissant comme un avertissement. Les escaliers en bois pourri craquaient sous chacun de ses pas, et une odeur rance de vieilles cigarettes imprégnait l'air. Devant l'appartement 3B, Julian marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Il avait décidé de se faire passer pour un assistant juridique de Grayson et associé pour approcher Ella. Si elle montait une arnaque, il lui fallait des preuves, et il ne laisserait pas les émotions obscurcir son jugement. Il frappa 3 fois, le son sec et mat. Un instant plus tard, la porte s'entr'ouvrit, révélant une paire de grands yeux bruns et chaleureux. La femme qui se tenait là était menue, ses cheveux blonds tirés en une simple queue de cheval. Elle portait un pull usé et un jean délavé. Pas de maquillage, pas de bijoux, rien de la croqueuse de diamants qu'il avait imaginé. Oui, sa voix était douce mais méfiante. « Je suis Ethan Carter, de Grayson et Associés, » répondit Julian avec aisance, affichant le sourire poli qu'il avait perfectionné dans des négociations à $1 million. « Je suis ici pour discuter du testament de M. Henry Thorne. » Les yeux d'Ella s'écarquillèrent, non pas d'excitation, mais de panique. « Le testament? J'ai déjà dit à M. Grayson. Je ne veux rien de la famille Thorne. » Elle recula, commençant à refermer la porte, mais Julian l'arrêta rapidement avec sa main. « Cela ne prendra que quelques minutes, mademoiselle Monroe. C'est une affaire juridique d'importance. » Il garda un ton calme, mais à l'intérieur, il analysait chacune de ses expressions. Cette panique était-elle authentique, ou juste une comédie? Ella hésita, puis acquiesça à contre-cœur. « D'accord, mais soyez rapide. J'ai des choses à faire. » Elle ouvrit plus grand la porte, révélant un petit appartement exigu, étonnamment propre. Un vieux canapé était placé près de la fenêtre, couvert de manuels de médecine. Dans un coin, il y avait un lit pliant sur lequel était allongé un garçon d'environ 10 ans. Il était pâle, les yeux fermés, un faible bip provenant du moniteur cardiaque à côté de lui. « Julian Esserita. C'est mon frère Liam, » dit doucement Ella, son ton changeant en regardant le garçon. « Il a une malformation cardiaque congénitale. Aujourd'hui n'est pas un bon jour. » Elle s'approcha, ajustant délicatement la fine couverture sur le corps de Liam avec le soin de quelqu'un qui manipule du verre fragile. Julian observait, une étrange oppression se formant dans sa poitrine. La scène, une jeune femme en difficulté s'occupant de son frère malade, était presque trop parfaite, comme si elle était mise en scène. Il avait vu des tactiques similaires dans des procès, des récits déchirants conçus pour manipuler la sympathie. Pourtant, la façon dont elle a regardé Liam, le léger tremblement de sa main, le fit hésiter. Était-ce une comédie, ou était-ce réel? « Nous pouvons parler ici, » dit Ella en désignant une petite table en bois près de la cuisine, où une bouilloire sifflait. « Voulez-vous boire quelque chose? Je n'ai que du thé en sachet. »« Non, merci, » répondit Julian en s'installant sur une chaise en bois bancal. Il sortit une fausse liasse de documents, s'assurant que le logo de Grayson et Associés était visible. « Mademoiselle Monroe, le testament de M. Henry Thorne vous a laissé une somme importante, plus de $50 millions. Savez-vous pourquoi? » Ella s'assit en face de lui, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé fumante, la vapeur embuant ses yeux. « Je ne sais pas. J'étais juste son infirmière à la maison de retraite. Je me suis occupé de lui, comme de tous mes patients. Je ne comprends pas pourquoi il ferait ça. » Julian Hausa, unsourcel. Vous vous êtes occupé de mon grand-père. Lui avez-vous déjà parlé en privé? Essayez de le convaincre de quelque chose? Les sourcils d'Ella se froncèrent, une lueur de colère dans ses yeux. Êtes-vous en train d'insinuer que j'ai profité d'un homme mourant pour de l'argent? Je ne voulais pas de l'argent de M. Henry, et je n'en veux toujours pas. Liam a besoin de moi, pas de millions de dollars que je ne mérite pas. Ses paroles étaient vives, mais Julian ne s'y a pas. Vous dites que vous ne voulez pas de l'argent, pourtant vous en êtes la bénéficiaire.
Si vous n'avez pas l'intention de l'accepter, que ferez-vous? Le refuser formellement? Oui, répondit fermement Ella. Je signerai tous les papiers nécessaires pour le refuser. Je ne veux pas faire partie de tout ça. Votre famille peut garder l'argent. Julien pencha la tête, l'étudiant. Elle refusait trop vite, trop résolument. Était-ce de l'arrogance cachant un stratagème, ou la vérité? Il décida de la pousser davantage. Mademoiselle Monroe, refuser 50 millions de dollars n'est pas une mince affaire. Votre frère a besoin de soins, n'est-ce pas? Cet argent pourrait payer les factures d'hôpital, les médicaments, même une opération. Ella se raidit. Son regard se porta sur Liam, puis revint sur Julien. Je trouverai un moyen. J'ai toujours trouvé. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un d'autre pour sauver mon frère. Sa voix tremblait, non pas de faiblesse, mais d'une détermination féroce. Carter, si c'est tout, veuillez partir. J'ai besoin d'être avec Liam. Julien se leva, ayant l'impression d'être entré dans une partie d'échecs sans en comprendre les règles. Il hocha la tête, posant une fausse carte de visite sur la table. Si vous changez d'avis, appelez-moi. C'est le numéro du bureau. Alors que la porte se refermait derrière lui, Julien resta dans la cage d'escalier sombre, l'esprit tourbillonnant. Ella Monroe ne ressemblait pas à une croqueuse de diamants. Elle vivait dans la pauvreté, s'occupait d'un frère malade et rejetait une fortune pour laquelle la plupart des gens tueraient. Et pourtant, cette perfection même le rendait méfiant. Personne ne refusait 50 millions de dollars sans raison. Que cachait-elle? Il sortit. La pluie avait cessé, laissant des flaques scintillantes sur le trottoir. Son téléphone vibra. Un texte de Marcus. Trouver des infos sur Ella Monroe. Infirmière à Saint-Marie depuis 3 ans. Pas de casier judiciaire, pas de dette. Mais il y a un truc bizarre. Elle a pris un congé de 3 mois sans explication, juste au moment où M. Henry a été admis à la maison de retraite. Julien serra son téléphone, les yeux se plissant. 3 mois, murmura-t-il. Assez de temps pour créer un lien, ou un stratagème. Il décida de continuer à surveiller Ella, sous le couvert d'un assistant juridique. Si elle jouait la comédie, il s'assurait qu'elle fasse un faux pas. Mais en montant dans la Bentley qui l'attendait, l'image des yeux bruns d'Ella, inquiets mais résilients, persistait dans son esprit. Pour la première fois, Julien sentit une lueur de doute. Pas à propos d'Ella, mais à propos de son propre jugement. Chapitre 3. La vérité déformait la lumière des immenses baies vitrées du 48e étage de Thorne Enterprises inondait le visage impassible de Julien Thorne. Il était assis en bout de table de conférence, les mains jointes, les yeux balayant les 10 membres du conseil d'administration qui le dévisageaient avec un mélange d'anticipation et d'impatience croissante. L'atmosphère dans la salle de réunion élégante, aux murs lambrissés de noyer et dominée par un écran LED géant, était aussi lourde que celle d'un tribunal. Au centre de la table reposait une copie du testament de son grand-père, Henry Thorne, comme une accusation silencieuse. « Julien, nous devons agir maintenant, dit Eleanor Caldwell, le membre le plus ancien du conseil. Sa voix était tranchante, ses yeux derrière des lunettes cerclées d'or brillant d'autorité. Cette histoire d'infirmière se propage sur les forums financiers. Si nous ne prenons pas les devants, l'action de Thorne Enterprises va en pâtir. Que voulez-vous que les actionnaires pensent? Que la famille Thorne a laissé une croqueuse de diamants manipuler l'héritage de Henry. Julien serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. L'image d'Ella Monroe dans cet appartement délabré lui revint à l'esprit. Son regard stable mais anxieux alors qu'elle parlait de son frère malade. Il l'avait rencontrée il y a seulement 2 jours, et bien qu'il ait encore des doutes, il ne pouvait nier qu'elle ne correspondait pas au profil d'une profiteuse. Mais le conseil se moquait de ses instincts. Il ne se souciait que des chiffres et de la réputation. « Je comprends, » répondit Julien, sa voix basse mais ferme. « Mais nous n'avons aucune preuve concrète que mademoiselle Monroe est une fraude. Elle a déjà refusé l'héritage. » Un ricanement résonna du bout de la table. Vincent Marlowe, un jeune investisseur suffisant, s'appuya sur un coude, un sourire narquois aux lèvres. Refuser? Ce n'est qu'une tactique, Julien. Elle sait qu'accepter l'argent trop tôt la démasquerait. Elle joue la carte de la patience. Je propose que nous lancions une campagne médiatique, que nous l'étiquetions comme l'infirmière croqueuse de diamants, et que nous la forcions à se retirer avant que cela ne devienne un scandale. L'estimag de Julian S. Inua. Une campagne médiatique. Il connaissait le pouvoir des titres à sensation, de la presse achetée,
de la façon dont les médias pouvaient déformer la vérité jusqu'à la rendre méconnaissable. Il avait lui-même utilisé ces tactiques pour écraser ses concurrents. Mais cette fois, la cible était une infirmière vivant dans la pauvreté, s'occupant d'un enfant malade. Quelque chose là-dedans lui semblait profondément injuste. Mademoiselle Monroe n'a pas de casier judiciaire, pas de dette, et elle a refusé l'héritage, dit Julian, gardant sa voix aussi neutre que possible. Si nous nous en prenons à elle sans preuve, cela pourrait se retourner contre nous. Eleanor haussa un sourcil, son regard aussi acéré qu'une lame. Se retourner contre nous? Julian, vous êtes le PDG de Thorn Enterprises. Votre travail est de protéger l'héritage de votre grand-père, pas les sentiments d'une fille anonyme. Nous avons déjà engagé une agence de relations publiques. Ils sont prêts à publier le premier article ce soir. Pauvre infirmière ou opportuniste calculatrice. Vous n'avez qu'à donner le feu vert. Julian baissa les yeux sur le testament. Les mots de son grand-père résonnaient dans son esprit. Ne laisse pas les préjugés aveugler ton cœur. Il voulait croire qu'Ella Monroe était une fraude, qu'elle avait manipulé son grand-père pour réécrire le testament. Mais la façon dont elle avait refusé l'argent, la manière féroce dont elle parlait de son frère, le hantait. Si elle était innocente, cette campagne détruirait sa vie. Si elle était coupable, son hésitation pourrait nuire au nom de la famille. Très bien, dit finalement Julian, sa voix si basse qu'elle était presque un murmure. Publiez l'article. Mais je veux superviser le contenu. Pas d'embellissements excessifs. Vincent sourit triomphalement. Eleanor hocha la tête en signe d'approbation. Bien, nous lui donnerons une semaine pour montrer son vrai visage. Si elle prend l'argent, elle nous donnera raison. Si elle ne le fait pas, la pression publique l'écrasera de toute façon. La réunion fut levée et Julian se rendit sur le balcon de la tour Thorn Enterprises. La silhouette de New York scintillait sous lui, les lumières de la ville comme des étoiles éparpillées. Il sortit son téléphone et ouvrit un email de Marcus, son assistant. En pièce jointe, un nouveau rapport sur Ella. Elle avait travaillé dans la même maison de retraite où son grand-père était décédé. Et pendant les 3 derniers mois de sa vie, elle avait été la seule que Henry avait spécifiquement demandé pour s'occuper de lui. Il n'y avait aucune trace de cadeau ou d'argent qu'elle aurait reçu de sa part. Mais ce qui glaça Julian fut une simple ligne. Monroe fait régulièrement du bénévolat, fournissant une aide médicale gratuite aux enfants défavorisés. Il verrouilla son téléphone, une vague de malaise montant dans sa poitrine. Du bénévolat. Une autre manipulation ou quelque chose d'authentique. Il se souvint de sa voix tremblante quand elle parlait de Liam, de ses yeux quand elle refusait l'argent. « Qu'est-ce que je suis en train de faire » murmura Julian, s'agrippant fermement à la balustrade. Cette nuit-là, l'article fut publié dans un tabloïd bien connu. L'infirmière mystère qui a hérité de millions du milliardaire Henry Thorn. L'article dépeignait Ella comme une infirmière pauvre au visage doux, mais avec de lourdes insinuations selon lesquelles elle avait charmé Henry pour accéder à sa fortune. Une photo floue d'Ella, prise à l'extérieur de l'hôpital St. Marie, apparue en première page avec la légende « Ange ou opportuniste ». Julian était assis seul dans son bureau sombre, la lueur de son ordinateur portable projetant des ombres sur son visage. Il parcourait les commentaires en ligne, des accusations vicieuses, des théories folles. Classique croqueuse de diamants, écrivit une personne. Elle a certainement couché avec le vieil homme pour l'argent, posta une autre. Chaque mot était comme un couteau dans sa conscience. Il se disait que c'était nécessaire pour protéger la famille. Alors pourquoi cela ressemblait-il à une trahison? Son téléphone vibra, un message de Marcus. Mademoiselle Monroe a appelé Grayson et associés. Elle a demandé à rencontrer Ethan Carter pour signer la renonciation formelle. Elle dit qu'elle veut qu'on la laisse tranquille. Julian fixa le message, une oppression douloureuse lui serrant la poitrine. Elle voulait toujours renoncer à l'héritage, même sous les attaques des médias. Il se leva brusquement, attrapa son manteau et appela son chauffeur. Préparez la voiture. Je dois aller dans le Lower East Side, maintenant. Alors que la Bentley roulait dans les rues sombres, Julian sentit une tempête monter en lui. Il allait rencontrer Ella, se faisant toujours passer pour Ethan Carter, pour finaliser les papiers. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne s'agissait pas seulement des documents. Il avait besoin de la regarder dans les yeux. Il avait besoin de savoir, était-elle vraiment la femme en qui son grand-père avait eu confiance? Ou juste une menteuse? Première fois, Julian craignit que la réponse ne le force à remettre en question tout ce qu'il croyait sur elle,
et sur lui-même. Chapitre 4. La coupure au poignet du grand-père. L'appartement d'Ella Monroe était plongé dans l'obscurité lorsque Julian arriva. La seule lumière provenait d'un faible lampadaire, projetant des ombres à travers la fenêtre. Il frappa à la porte, le cœur lourd. Il portait un dossier de documents falsifiés au nom d'Ethan Carter, assistant juridique. Des papiers qu'Ella était censée signer pour renoncer officiellement à l'héritage. Mais après avoir été témoin de la tempête médiatique qu'il avait contribué à déclencher, Julian ne savait plus ce qu'il faisait. La porte resta silencieuse. Il frappa de nouveau, plus fort cette fois, mais ne rencontra que le silence. Ella, appela-t-il, sa voix rauque à cause du vent glacial du couloir. Une voisine, une frêle femme âgée aux cheveux d'argent enveloppée dans un châle usé, jeta un coup d'œil depuis l'appartement d'Axe en grave côté. « Elle n'est pas là, dit-elle d'une voix rauque. Elle a emmené le garçon à l'hôpital cet après-midi. Le gamin ne va pas bien. » Julian se tourna brusquement, le cœur se serrant. « Quel hôpital? Saint-Marie, dit la femme, puis secoua la tête. Pauvre fille. Les médias la déchirent, et tout ce qui l'importe, c'est son petit frère. Julian ne dit rien, se contenta d'un signe de tête en guise de remerciement et se précipita dans les escaliers, une culpabilité écrasante lui pesant sur la poitrine. Il sauta dans sa Bentley et ordonna au chauffeur de se rendre directement à Saint-Marie. Ella ajustant la couverture de Liam, ses yeux inébranlables alors qu'elle refusait l'argent. Ces images tournaient en boucle dans son esprit. Avait-il fait une erreur en laissant le conseil d'administration publier cet article? Ou jouait-elle toujours le jeu parfait? Saint-Marie s'était animé même la nuit. Julian se déplaça dans les couloirs à l'odeur de désinfectant, scrutant les visages, les patients, les infirmières, les médecins. Mais Ella était introuvable. Elle n'est pas de service aujourd'hui, dit une jeune infirmière à l'accueil. Mais si vous vous renseignez sur elle, vous pourriez essayer la maison de retraite Saint-Agnès. Elle y travaillait avant. Il la connaissait assez bien. Julian fronça les sourcils. Saint Agnes, la maison de retraite même où son grand-père, Henry Thorne, était décédé. Il ne l'avait jamais visitée, ne voulant pas affronter le souvenir des derniers jours fragiles de son grand-père. Mais si cet endroit détenait des réponses sur Ella, il n'avait pas le choix. Saint-Agnès se trouvait en périphérie de la ville, un bâtiment bas aux murs autrefois blancs, maintenant jaunis par le temps. À l'intérieur, l'odeur d'antiseptique se mêlait à celle de la lavande provenant de petits pots de fleurs près de l'entrée. Un homme âgé en fauteuil roulant regardait rêveusement le jardin à travers la vitre. Julian se dirigea vers la réception et se présenta comme Ethan Carter, enquêtant sur des affaires concernant la succession de Henry Thorne. « Ella? Oh, c'est un ange, » dit Martha, la réceptionniste, son sourire chaleureux. « Elle ne travaille plus ici, mais nous parlons encore toutes d'elle. Si vous voulez la vraie histoire, parlez à M. Walter. Il était très proche de M. Henry. » Julian fut conduit à un jardin tranquille derrière l'établissement, où un vieil homme était assis, tenant un livre usé. Ses yeux étaient troubles, mais une vivacité persistait dans son regard. « Vous êtes Julian, n'est-ce pas ?» demanda Walter, sa voix rauque mais ferme. « J'ai entendu dire que vous posiez des questions sur Ella Monroe. » « Eh bien, mon garçon, elle est spéciale. Et si vous êtes ici à cause du testament de Henry, alors vous méritez de connaître la vérité. » Julian s'assit en face de lui sur un banc en bois, essayant de garder une expression neutre. « La vérité? Que voulez-vous dire ?» Walter inspira profondément, ses yeux dérivant au-delà de Julian comme s'il fixait un passé lointain. Henry n'était pas un homme facile. Froid. Et après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer, il est devenu amer. Il y a environ 3 ans, une nuit, j'ai entendu quelque chose d'étrange venant de sa chambre. Je me suis roulé jusqu'à sa porte et j'ai trouvé Ella à l'intérieur, lui tenant le poignet. Il avait essayé de se suicider. Julian se figea, le sang se retirant de son visage. « Le suicide, murmura-t-il, la voix tremblante. Mon grand-père. Ce n'est pas possible. C'était l'homme le plus fort que je connaisse. Fort ne veut pas dire incassable, dit doucement Walter. Il avait utilisé un éclat de verre d'un cadre photo brisé. Une photo de famille. Ella l'a trouvée à temps. Elle a pansé son poignet, est restée avec lui toute la nuit. Elle n'a pas appelé de médecin parce que Henry l'a supplié de ne pas le faire. Elle lui a juste dit « Vous valez plus que vous ne le pensez ». Julian sentit comme si l'air avait été chassé de ses poumons. Son grand-père,
l'homme qui lui avait appris que la faiblesse était impardonnable, avait un jour tenté d'abandonner. Et Ella, l'infirmière inconnue, l'avait sauvé. Il essaya de stabiliser sa voix. Pourquoi ne l'a-t-elle pas signalé? Pourquoi personne ne le sait? Parce qu'Ella le respectait, dit Walter. Elle savait qu'il ne voulait pas que sa famille le voie comme un échec. Après cette nuit-là, elle était à ses côtés tous les jours. Il parlait pendant des heures de la vie, des erreurs, de vous, Julian. Julian cligna des yeux. De moi? Oui. Henri disait que vous étiez sa fierté, mais trop comme lui. Froid, méfiant. Il a dit à Ella qu'il voulait vous laisser quelque chose de plus que de l'argent. Une leçon. Ella n'a jamais rien demandé. Quand il a mentionné de changer le testament, elle a résisté. Lui a dit qu'elle ne le méritait pas. Julian resta assis, immobile, ses pensées tourbillonnant. Chaque mot de Walter ébréchait le mur de supposition qu'il avait construit autour d'Ella. Mais un doute persistait. Si elle était si bonne, pourquoi a-t-elle démissionné juste après la mort de mon grand-père? Walter haussa les épaules. Elle était épuisée, à s'occuper de Henri et de son frère, qui a une malformation cardiaque, vous savez. Elle dormait à peine. Elle est partie pour emmener le garçon se faire soigner dans un hôpital spécialisé. Julian se leva, le sol semblant vaciller sous ses pieds. Il remercia Walter et sortit du jardin, l'esprit en ébullition. Ella n'était pas seulement l'infirmière qui avait soigné son grand-père. Elle l'avait sauvé, encore et encore. Elle l'avait soutenu dans ses heures les plus sombres. Mais si elle était innocente, qu'est-ce que la campagne médiatique, qu'est-ce que lui avait fait? De retour dans la voiture, le téléphone de Julian vibra. Un message de Marcus. Deuxième article vient d'être publié. Titre: L'infirmière refuse des millions ou joue-t-elle simplement la difficile? Ella Monroe repérée à St. Mary semble bouleversée. Julian serra son téléphone. Sa poitrine avait l'impression d'être déchirée en deux. Il avait fait une erreur. Mais comment pouvait-il la réparer? Il se tourna vers le chauffeur. Conduisez-moi à Saint-Marie, maintenant. Alors que la Bentley filait dans la nuit, Julian sentit une tempête gronder dans sa poitrine. Il allait trouver Ella. Pas pour recueillir des signatures, pas pour jouer des rôles, mais pour affronter la vérité. Et peut-être, juste peut-être, pour s'affronter enfin lui-même. Chapitre 5. Son premier paiement. Julian Thorne était assis à l'arrière de la Bentley. Les lumières vacillantes des panneaux publicitaires en bord de route projetaient des ombres nettes sur ses traits ciselés. Ses yeux d'un bleu profond, habituellement indéchiffrables, débordaient maintenant de conflit. Il s'était rendu directement à l'hôpital Saint-Marie après avoir quitté la maison de retraite St. Agnès, son esprit encore sous le choc de la révélation de Walter. Son grand-père, Henri Thorne, avait tenté de se suicider. Et la femme que Julian avait un jour rejetée comme une croqueuse de diamants, Ella Monroe, avait été celle qui l'avait ramenée du bord du gouffre. Mais avant qu'il puisse la trouver, l'affronter, et peut-être s'affronter lui-même, son téléphone vibra avec une nouvelle notification de Marcus. Ella Monroe vient d'accepter un paiement du testament, $100 000, un nouvel article va être mis en ligne. La poigne de Julian se resserra sur le téléphone, comme s'il venait de recevoir un coup de poing dans la poitrine. Elle a pris l'argent, murmura-t-il, sa voix mêlée de colère et d'incrédulité. Une partie de lui avait eu besoin de croire qu'elle était innocente, qu'elle était vraiment la femme altruiste que Walter avait décrite, un ange, pas une arnaqueuse. Mais $100 000, ce n'était pas une petite somme, surtout pour une femme des quartiers pauvres. Il appuya sur l'accélérateur. Il devait trouver Ella, et il devait entendre la vérité de sa propre bouche. Saint-Mariès était toujours animé, même à l'approche de minuit. Julian se déplaça rapidement dans les couloirs, scrutant les visages, cherchant la queue de cheval blonde familière. À l'accueil, il s'arrêta devant une infirmière d'âge moyen tapant derrière le comptoir. « Je dois parler à Ella Monroe, » dit-il, essayant de garder sa voix calme. « Elle est ici, n'est-ce pas? » L'infirmière leva les yeux, l'irritation brillant dans son regard. « Ella, elle vient d'être suspendue. Si vous êtes journaliste, je vous suggère de partir. Cette fille n'a pas besoin de plus de problèmes. » Suspendue? Julian Franca, less sourcils. Pourquoi? Avec un soupir, l'infirmière désigna un magazine à potins sur le bureau. Le gros titre criait. La pauvre infirmière révèle sa vraie cupidité, accepte $100 000 du testament du milliardaire. En dessous,
Une photo volée d'Ella quittant l'hôpital, les yeux gonflés, le visage tiré. Julien sentit un froid glacial envahir ses veines. Il déverrouilla son téléphone et parcourut les dernières nouvelles. Chaque média répétait le même message. Ella Monroe, la soi-disant croqueuse de diamants, avait enfin montré son vrai visage. « Je ne suis pas journaliste », dit Julien, sa voix baissant. « Je suis Ethan Carter, de Grayson & Associates. » Où est-elle allée? L'infirmière s'adoucit légèrement. Elle est partie il y a 1 heure. Le directeur de l'hôpital l'a convoquée, a dit qu'elle nuisait à la réputation de l'hôpital. Pauvre fille, elle voulait juste sauver son frère. Luke Heard et Julian S.E. Sarah. Elle a pris l'argent. Mais pourquoi faire? Et maintenant, elle avait perdu son emploi aussi. Il se retourna et se précipita vers sa voiture, appelant Marcus en chemin. « Trouve-la. Elle vient de quitter Saint-Marie. Je dois savoir où elle est. » Pendant ce temps, dans son petit appartement du Lower East Side, Ella était assise sur un canapé usé, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé froid. Devant elle, une lettre du cabinet d'avocat, confirmant son acceptation de $100 000 du testament de Henry Thorne. Elle l'avait signé ce matin-là, quelques instants après que les médecins lui aient annoncé que Liam avait besoin d'une opération cardiaque d'urgence. Le coût? Près de $80 000, plus les médicaments et la convalescence. Ella avait passé des heures déchirées entre la fierté et le désespoir. Finalement, elle avait choisi de sauver la vie de son frère. Et en faisant cela, elle savait que le monde la traiterait de cupide. Un coup soudain à la porte la fit sursauter. Elle essuya ses larmes et ouvrit. C'était Madame Rosa, sa voisine âgée. L'inquiétude se lisait sur son visage. « Ella, ma chérie, ça va? Les journaux, ils disent des choses horribles. » Elle a réussi à esquisser un sourire fatigué, ses yeux encore rouges. « Je vais bien, Madame Rosa. Vraiment, j'ai juste besoin d'un peu de temps. » Madame Rosa lui prit doucement la main. « Tu es une bonne âme, Ella. Ne les laisse pas te détruire. Liam a besoin de toi forte. » Ella hocha la tête, refermant doucement la porte derrière elle. Puis elle s'effondra sur le sol. Elle fit défiler les titres. Une infirmière cupide s'empare de l'héritage. Ella Monroe. And oh you opportunist? Chaque titre la tailladait comme une lame. Elle avait refusé des millions, n'acceptant que ce dont elle avait besoin pour sauver Liam. Mais le monde se moquait de la vérité. Il ne voyait qu'une pauvre fille soudainement en possession d'argent. Et il jugeait. Julien la trouva le lendemain matin, assise seule sur un banc de parc près de son immeuble. La lumière du matin filtrait à travers les arbres, projetant des ombres douces sur son visage fatigué. Liam n'était nulle part en vue, probablement encore à l'hôpital. Se faisant toujours passer pour Ethan Carter, Julien s'approcha avec le dossier à la main. « Mademoiselle Monroe, dit-il doucement. » Ella leva les yeux, le regard méfiant. « M. Carter? Quoi encore? J'ai signé les papiers. » « C'est fait. » Julien s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « J'ai entendu parler de la suspension et des articles. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Pourquoi avez-vous pris l'argent? Vous aviez dit que vous ne vouliez rien de la famille Thorne. » Ella laissa échapper un rire amer. « Vous croyez que je le voulais? » chuchota-t-elle. « Liam a besoin d'une opération. Si je ne prenais pas cet argent, il mourrait. Je n'avais pas d'autre choix. » Sa voix se brisa, et elle se détourna. « Mais je suppose que ça n'a pas d'importance pour les gens comme vous. Vous avez eu votre histoire. La pauvre infirmière cupide, n'est-ce pas? » Julien tressaillit comme s'il avait été frappé. Il voulait s'expliquer, s'excuser, mais sa gorge se noua. Les mots de Walter résonnaient dans son esprit. Ella avait sauvé son grand-père, était restée à ses côtés. Et maintenant, Julien lui-même faisait partie de la machine qui la détruisait. Ella, commença-t-il, mais elle le coupa. « Ne faites pas ça. » Elle se leva, sa petite silhouette tremblante. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. Je m'occuperai de Liam. Je trouve toujours un moyen. Mais vous et votre famille, laissez-moi tranquille. » Et sur ce, elle s'éloigna, disparaissant entre les arbres. Julian resta assis in silence, les poings serrés autour du dossier. Il sortit son téléphone et relut le dernier titre. Infirmière licenciée après avoir accepté l'argent de l'héritage. Il s'était trompé, si douloureusement trompé. Il appela Marcus, sa voix d'acier. Arrêtez tous les articles sur Ella Monroe, immédiatement. Mais au fond de lui, il savait que le mal était fait. Ella n'était pas une croqueuse de diamants.
C'était elle qui avait sauvé son grand-père. Et maintenant, Julian Thorne était devenu l'homme qui l'avait poussé au bord du désespoir. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison. Là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Chapitre 6. Du regret à la solitude. Julian Thorne se tenait devant la porte de l'appartement 3B dans le Lower East Side, un dossier froissé à la main. Une pluie fine tombait du ciel, imprégnant les épaules de sa veste de costume. Mais il s'en moquait. Son esprit était hanté par le dernier moment où il avait vu Ella Monroe dans le parc. Ses yeux rouges et pleins de larmes. Sa voix tremblante, remplie de douleur et d'une force tranquille. « Laissez-moi tranquille », avait-elle dit. Ces mots s'étaient gravés profondément dans son cœur comme un couteau. Il s'était trompé. Trompé de douter d'elle. Trompé de laisser le conseil déchaîner une tempête médiatique qui la dépeignait comme une croqueuse de diamants. Et maintenant, il était là, s'accrochant au faible espoir de pouvoir arranger les choses. Bien qu'il n'ait aucune idée par où commencer. Il frappa, chaque coup résonnant lourdement dans le couloir sombre. Pas de réponse. Il frappa plus fort, appelant son nom. « Ella, êtes-vous là? C'est Ethan Carter. » Il grimaça à ce nom, détestant le mensonge derrière lequel il se cachait encore. Silence. Puis la porte à côté de la sienne grinça. Et Madame Rosa, la voisine âgée, jeta un coup d'œil, les yeux remplis de regret. « Elle n'est plus là, mon garçon, » dit-elle doucement. Elle a déménagé ce matin. A emmené le garçon à l'hôpital. A dit qu'elle ne pouvait pas rester là où les journalistes n'arrêtaient pas de rôder. Julian sentit le sang se retirer de son visage. « Damage? Où ça ?» Madame Rosa haussa les épaules, la sympathie se lisant sur ses traits. Elle n'a pas dit, juste qu'elle avait besoin d'un endroit calme pour le garçon. Pauvre petite. Se faire démolir dans les journaux pour avoir accepté un peu d'argent pour sauver son frère. Qui êtes-vous pour elle? Au fait. Julian hésita. Puis il murmura, quelqu'un qui lui doit des excuses. Il se détourna, ne voulant pas que Madame Rosa voie le chaos dans ses yeux. Il descendit les escaliers lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Elle était partie. Et il n'avait aucune idée de l'endroit où la trouver. Il ne lui restait que la vérité écrasante. Il avait contribué à la chasser. De retour au 48e étage de Thorne Enterprises, Julian claqua la porte de son bureau, rejetant tous les appels de Marcus, son assistant. Il s'effondra dans son fauteuil en cuir, les yeux vides fixés sur la ligne d'horizon de New York baignée par le coucher du soleil. Sur son écran, un email de Vincent Marlowe clignotait. Le dernier article fait monter l'action de 3%. Continue comme ça, Julian. Nous contrôlons le récit. Julian projeta la souris de son ordinateur contre le mur. Le craquement sec résonna dans le silence. Contrôler le récit? Il ne contrôlait rien. Chaque titre, chaque commentaire venimeux sur Ella était le résultat de ses décisions. Il ouvrit un tiroir et en sortit la lettre manuscrite de son grand-père. L'écriture ferme et inclinée de Henry Thorne le dévisageait comme une accusation. Ne laisse pas les préjugés aveugler ton cœur. Et pourtant, c'est ce qu'il avait fait. Il avait laissé la suspicion le guider. Et maintenant Ella, la femme qui avait sauvé son grand-père, qui avait rejeté des millions pour garder sa dignité, en payait le prix. Il appela Marcus, sa voix rauque. « Trouvez Ella Monroe à tout prix. Je veux savoir où elle est. Et je veux le savoir maintenant. » « J'ai essayé, monsieur, » répondit prudemment Marcus. « Elle n'est plus à Saint-Marie. Et personne dans le Lower East Side ne l'a vue. Il y a une rumeur selon laquelle elle a emmené son frère dans un hôpital en dehors de la ville. Mais rien de confirmé. » Julian raccrocha, les mains tremblantes. Il sortit sur le balcon, laissant le vent glacial lui mordre la peau. Il pensa à ce que Walter avait dit à la maison de retraite. Comment Ella était restée toute la nuit avec son grand-père après la tentative de suicide. Comment elle avait respecté son souhait de garder le secret. Non par peur, mais par compassion. Elle avait donné à Henry Thorne non seulement des soins, mais un sens à ses derniers jours. Et Julian l'avait transformé en paria. Il rentra, verrouilla la porte du bureau et annula toutes ses réunions pour la semaine. « Dites au conseil que je ne veux voir personne », dit-il à Marcus par l'interphone. « Et ne me dérangez pas, sauf si vous avez des nouvelles d'Ella Monroe. » Les jours passèrent. Julian les traversa dans un brouillard, comme si le monde extérieur à son bureau n'existait plus. Il ignora les emails d'Eleanor Caldwell exigeant l'approbation de nouvelles campagnes de diffamation.
Il supprima les messages de Vincent Marlowe se vantant de l'efficacité de la stratégie médiatique. Au lieu de cela, il resta assis dans le noir, lisant chaque article et commentaire sur Ella. Non pas pour gérer les dégâts, mais pour trouver le moindre indice qui pourrait le mener à elle. Un soir, il ouvrit son ordinateur à faire des recherches sur les malformations cardiaques congénitales, la maladie même dont souffrait Liam. Il lut sur les opérations, les risques de convalescence, les coûts écrasantes. Il imagina Ella dans cet appartement délabré, luttant avec elle-même à propos des 100 000 $, sachant que cela sauverait son frère, sachant que cela détruirait sa réputation. Le dégoût de soi était accablant. Puis son téléphone vibra. Un texto de Marcus. Trouver une piste. Ella a été vue dans un hôpital à Yonkers. À environ 2 heures d'ici, a enregistré Liam sous un faux nom, probablement pour éviter la presse. Julian se leva d'un bond, le cœur battant. Yonkers. Il ne savait pas pourquoi, mais il savait qu'il devait y aller. Maintenant, il attrapa son manteau, appela son chauffeur et plongea dans la nuit. Alors que la Bentley filait sur l'autoroute, Julian ne pouvait s'empêcher de penser à Ella. Il l'avait traitée de manipulatrice. Avait douté de chaque mot qu'elle disait. Mais maintenant, il voulait juste la trouver. Même si c'était seulement pour dire « Je suis désolé ». Quand la voiture s'arrêta devant l'hôpital général de Yonkers, Julian sortit dans la nuit froide. Son souffle formait des volutes dans l'air. Il se déplaça dans les couloirs stériles, demandant un patient nommé Liam. Bien qu'il n'ait aucune idée de l'alias qu'Ella avait utilisé. Une jeune infirmière le regarda avec méfiance, puis finit par dire « Il y a un garçon qui a eu une opération du cœur hier. Sa sœur est dans la salle d'attente. Elle s'est enregistrée sous le nom d'Anna. » Julian se précipita dans les escaliers, le cœur battant à tout rompre. La salle d'attente du 3e étage était presque vide, sauf pour une petite silhouette, recroquevillée sur une chaise en plastique. Ella. Elle portait un vieux pull. Ses cheveux étaient emmêlés. Ses yeux vides, fixés sur rien. Elle ne le vit pas au début. Mais quand il s'approcha, elle leva les yeux. Et son corps se raidit instantanément. « Ella, dit-il doucement. Je suis Julian Thorne. Pas Ethan Carter. J'ai besoin de vous parler. » Elle se leva d'un bond, le visage pâle, la voix tremblante de rage. « Vous, cracha-t-elle. C'est vous qui êtes derrière tout ça, n'est-ce pas? Les mensonges, les articles, les titres. Vous êtes venu finir ce que vous avez commencé ?» Julian secoua la tête, la douleur dans sa poitrine insupportable. « J'avais tort, Ella. Je suis venu m'excuser. Et je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. » Mais elle se contenta de le fixer. Son expression fissurée par la douleur et l'épuisement. « Arranger less choses » murmura-t-elle. « Vous ne pouvez pas réparer ce qui est déjà perdu. » Et puis elle se retourna et s'éloigna, laissant Julian seul dans la salle d'attente froide. Pour la première fois de sa vie, vraiment seul. Chapitre 7. L'accident de montagne. Julian Thorne était assis seul dans son bureau obscurci. La lueur de son téléphone était la seule lumière dans la vaste pièce. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette rencontre déchirante avec Ella à l'hôpital de Yonkers. Ces derniers mots, « Vous ne pouvez pas réparer ce qui est déjà perdu », résonnaient encore dans son esprit. Un verdict auquel il ne pouvait échapper. Il avait tout essayé pour la joindre. Des emails par l'intermédiaire du cabinet d'avocats. Des enquêteurs privés engagés par Marcus. Mais c'était comme si Ella Monroe avait disparu de la surface de la Terre. Elle et Liam s'étaient volatilisés, laissant Julian se noyer dans une mer de culpabilité et de solitude de plus en plus profonde. Puis son téléphone vibra. Un message interne Marcus. Trouvé Ella Monroe. Elle est bénévole avec une équipe de secours médical dans les montagnes des Adirondacks. Elle aide les enfants des régions isolées. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Son équipe a été prise dans un éboulement. Statut inconnu. Le cœur de Julian s'arrêta. Un éboulement, il se leva d'un bond, les mains tremblantes, et appela Marcus. Préparez l'hélicoptère de la société. Je dois me rendre dans les Adirondacks immédiatement. Sans attendre de réponse, il sortit de son bureau en trombe, consumé par l'angoisse. Ella, qui avait sauvé son grand-père. Ella, qui l'avait trahi. Elle était en danger, et il ne pouvait pas la perdre. Pas maintenant. Pas avant d'avoir pu arranger les choses. L'hélicoptère de Thorne Enterprises se posa près de Lake Placide au coucher du soleil. Le ciel était meurtri par la tempête à venir.
Un blizzard inattendu avait balayé la chaîne de montagnes. Le vent fouettait la forêt de pins, glaciale et impitoyable. Julien, emmitouflé dans un lourd manteau et un bonnet en tricot, descendit dans la clairière enneigée. Une équipe de recherche était rassemblée près d'un sentier de montagne accidenté. Un secouriste au visage rouge et gercé par le vent s'approcha. « Qui êtes-vous? Cette zone est en état d'urgence. »« Je suis Julien Thorne, » répondit-il, la voix ferme, bien que son pouls s'accéléra. « Je suis ici pour trouver Ella Monroe. » Elle était avec le groupe de secours pris dans l'éboulement. L'expression de l'homme s'assombrit. « L'éboulement a frappé leur convoi il y a 3 heures. Nous avons retrouvé une partie de leur camion écrasé par les débris. 2 volontaires s'en sont sortis. Mais 3, dont Monroe et un jeune garçon, sont toujours portés disparus. Le blizzard a empiré les choses. La poitrina de Julian s'aserra. Son frère Liam, il était avec elle? Il revit le visage pâle du garçon sur ce lit pliant. Le bip régulier du moniteur cardiaque. Ella avait tout risqué pour le sauver. Et maintenant, ils étaient tous les 2 portés disparus. « Emmenez-moi sur le site, » dit Julien, sa voix n'admettant aucune discussion. Le secouriste hésita, puis hocha la tête. « D'accord, mais vous venez avec notre équipe. Le terrain est dangereux. » La tempête s'intensifia. La neige tombait, épaisse et rapide, effaçant tout signe du sentier. Julien, flanqué de 3 secouristes, avançait péniblement dans la forêt, le faisceau de leurs lampes de poche fendant un mur de blanc. Ses mains étaient gelées malgré les gants, ses jambes endolories. Mais il ne s'arrêta pas. Il ne le pouvait pas. « S'il lui est arrivé quelque chose, murmura-t-il, je ne me le pardonnerai jamais. » Ils atteignirent un ravin étroit où le camion s'était écrasé, son châssis à moitié broyé par des rochers. Un secouriste montra de faibles traces s'écartant dans les bois. On dirait qu'ils ont couru vers la forêt, peut-être pour éviter la chute des pierres. Mais s'ils sont là dehors depuis trop longtemps, Julien n'attendit pas qu'ils finissent. Il s'élança dans la forêt, ignorant les avertissements criés derrière lui. « Eh gars !» appela-t-il, sa voix avalée par la tempête. « Liam !» Il grimpa par-dessus des arbres tombés, la neige s'infiltrant dans ses bottes, chaque pas une bataille. Mais il continua, car s'arrêter signifiait les perdre. Après près d'1 heure de recherche, sa lampe de poche capta une lueur sous une épaisse canopée de pins. Il courut en avant. Sous les branches, recroquevillée sous une fine couverture de survie, se trouvait Ella, tenant Liam fermement contre sa poitrine. Tous 2 étaient pâles et bougeaient à peine. Ses lèvres étaient bleues de froid, sa respiration superficielle. Mais elle chuchotait à Liam, sa voix douce, stable. « Savez, Liam » croissait-elle alors que ses yeux s'ouvraient et le voyaient. Sa vision était floue. « S'il vous plaît » Julien tomba à genoux, des larmes lui piquant les yeux, alors qu'il retirait son manteau et les en enveloppait tous les 2. « Je suis là, et là. Je vous ai. Je vous sors d'ici. » Il la serra, elle et Liam, contre lui, sentant son corps fragile trembler contre le sien. Pour la première fois de sa vie, Julien Thorne pleura. Pas à la mort de son grand-père. Pas lors de contrats de plusieurs milliards de dollars. Mais ici, tenant Ella et Liam dans la neige, il ne pouvait retenir ses larmes. « Je suis désolé, » s'étrangla-t-il. « Je suis tellement désolé pour tout. » Ella, à peine consciente, secoua la tête. « Liam, sauvez-le d'abord. » Et puis elle s'effondra, sa main agrippant toujours la veste de Liam. Julien appela à l'aide, sa voix se brisant de panique. L'équipe de secours se précipita, les attachant tous les 2 sur des brancards et les couvrant de couvertures thermiques. Julien monta avec eux, ne quittant jamais Ella des yeux, la culpabilité et le soulagement se heurtant dans sa poitrine. À la clinique d'urgence, Ella et Liam furent conduits en urgence dans des salles de traitement. Julien faisait les 100 pas à l'extérieur, tremblant encore de froid et d'émotion. Finalement, un médecin sortit. « Liam est stable. Il va s'en sortir, » dit le médecin. Ella souffre d'épuisement et d'hypothermie, mais elle s'en remettra. Elle est restée consciente juste assez longtemps pour le garder au chaud. Elle n'a pas cessé de se battre. Pas une seule fois. Julien hocha la tête, silencieux, submergé. À travers la vitre, il vit Ella allongée, immobile, sur le lit d'hôpital. Elle avait l'air paisible maintenant, son visage pâle mais calme. Il pensa à la lettre de son grand-père. Ella Monroe a été la lumière dans mes jours les plus sombres. Maintenant, il comprenait. Elle n'avait pas seulement sauvé Henry. Elle l'avait sauvé de sa propre froideur, de ses préjugés,
de son aveuglement. Il sortit son téléphone et envoya un texto à Marcus. Organisez une conférence de presse. Je vais dire au monde la vérité sur Ella Monroe. Chaque mot. Cela contrarierait le conseil d'administration. Cela secourait l'entreprise. Mais Julian s'en moquait. Elle méritait justice. Et lui, Julian Thorne, allait la lui rendre. Non pas pour son héritage, mais pour elle et pour lui-même. Chapitre 8. Une confession publique. Julian Thorne se tenait devant le miroir au 48e étage de Thorne Enterprises, ajustant sa cravate avec des mains qui tremblaient encore légèrement. La lumière qui filtrait à travers les baies vitrées du sol au plafond jetait une lueur vive sur son visage, ses yeux d'un bleu profond n'étant plus froids, mais résolus. 2 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait trouvé Ella et Liam dans le blizzard des Adirondacks. L'image d'elle, inconsciente, agrippant son frère avec ses dernières forces, le hantait encore. Elle avait sauvé son grand-père, sauvé Liam, et c'était maintenant à son tour de sauver son nom. Même si cela signifiait tout risquer. Son téléphone vibra. Un message de Marcus. Le conseil est furieux. Eleanor Caldwell a qualifié cette conférence de presse de suicide professionnel. Vincent Marlowe exige son annulation inmediata. Julian eut un sourire amer. Laissez-les rager. Pour la première fois, il n'agissait pas pour le profit ou l'héritage. Il le faisait parce que c'était juste. Il sortit de son bureau et entra dans la grande salle de conférence, où des dizaines de journalistes étaient déjà rassemblés. Les flashs des appareils photo crépitaient. Les microphones s'avançaient. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Julian se dirigea vers le podium, clignant des yeux sous les projecteurs, mais se tenant droit. Il prit une profonde inspiration. Sa voix résonna, claire, stable et inébranlable. « Mesdames et messieurs, je m'appelle Julian Thorne, PDG de Thorne Enterprises. Aujourd'hui, je suis ici pour réparer quelque chose. Une erreur qui était la mienne et que les médias ont aidé à perpétuer. Las Albordana. » Un journaliste leva la main avec insistance. « Parlez-vous d'Ella Monroe, l'infirmière qui aurait accepté de l'argent du testament de Henry Thorne ?» Julian hocha la tête, son regard perçant. « Oui, mais laissez-moi être très clair. Ella Monroe n'est pas la croqueuse de diamants que les gros titres ont fait d'elle. C'est une femme de force, de compassion et d'honneur, et je lui dois des excuses publiques. » Il marqua une pause, la poitrine se serrant au souvenir des paroles de Walter. Ella veillant au chevet de son grand-père après une tentative de suicide. Son corps recroquevillé dans la tempête de neige, protégeant Liam avec le sien. Ella Monroe a sauvé la vie de mon grand-père. Quand personne d'autre ne pouvait l'atteindre, quand même moi je m'étais détourné, elle s'est assise à ses côtés, l'a écouté et lui a donné la paix. Elle n'a rien demandé en retour. Quand il lui a laissé une partie de son testament, elle a d'abord refusé. Ce n'est que plus tard, lorsque la vie de son frère était en jeu, qu'elle a accepté une petite somme pour payer une opération cardiaque critique. La salle devint silencieuse, seulement interrompue par le cliquetis des obturateurs. Julian sortit une page pliée de sa poche et la brandit. « Mon grand-père a écrit ceci avant de mourir. Ella Monroe a été la lumière dans mes jours les plus sombres. Il avait raison, mais j'avais tort. J'ai douté d'elle. J'ai laissé des titres calomnieux ternir son nom. J'ai permis à mes propres préjugés de m'aveugler, et pour cela, je lui ai causé un tort irréparable. » Un autre journaliste prit la parole, la voix sceptique. « Mais Thorne, si elle était innocente, pourquoi a-t-elle pris les 100 000 $? Cela ne prouve-t-il pas qu'elle avait des arrière-pensées ?» Julian s'agrippa au podium, luttant contre sa frustration montante. Elle a pris cet argent parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Son petit frère avait besoin d'une opération vitale. Elle a sacrifié sa réputation pour le sauver. Et au lieu de compassion, nous, l'avons transformée en bouc émissaire. Elle a perdu son emploi, sa maison, sa dignité. Tout cela parce qu'elle voulait sauver quelqu'un qu'elle aimait. Ses yeux balayèrent la salle. Ella Monroe n'est pas une croqueuse de diamants. Elle est courageuse. Elle est altruiste. Et elle mérite justice. Je lui ai présenté mes excuses du fond du cœur pour les mensonges que j'ai aidé à répandre. Et je demande à chaque média de cesser la calomnie et de la laisser vivre en paix. Une petite vague d'applaudissements commença dans un coin de la salle. Hésitante mais réelle. Julian ne ressentit aucun soulagement. Ses excuses, aussi honnêtes soient-elles, ne pouvaient effacer la douleur qu'il avait causée. Il s'éloigna du podium, ignorant le barrage de questions de suivi, et quitta la salle. Il avait dit ce qui devait être dit. Maintenant,
Il devait le dire là où cela comptait le plus. À Ella elle-même. À l'hôpital général de Yonker, Ella était assise au chevet de Liam, lui passant doucement les doigts dans les cheveux. Le garçon avait survécu à l'opération et se remettait régulièrement. Mais ses yeux restaient fixés sur le moniteur, comme si elle avait peur de détourner le regard ne serait-ce qu'un instant. Une infirmière entra, tenant une tablette. « Ella, vous devriez voir ça, » dit-elle, sa voix teintée d'excitation. « Thorn Enterprises vient de tenir une conférence de presse. Le PDG. Il a parlé de vous. » Ella fronça les sourcils, le cœur battant. Elle prit la tablette, appuya sur Play, et le visage de Julian apparut à l'écran. Sa voix était différente. Vulnerable. Honey. Alors qu'il parlait de son grand-père, du testament, de la vérité qu'elle n'avait jamais dite à personne. Des larmes montèrent aux yeux d'Ella. Je lui ai présenté mes excuses. Du fond du cœur. Las épaulas d'ella tremblèrent. Liam s'agita et la regarda avec des yeux faibles et curieux. Ella, il était sérieux? Il a vraiment dit qu'il était désolé? Ella essuya ses joues. Peut-être, murmura-t-elle. Peut-être qu'il l'était. Mais même ainsi, cela ne changerait pas ce qui avait été perdu. De retour à Thorn Enterprises, l'atmosphère avait changé. La voix d'Eleanor Caldwell crépitait au téléphone, froide et tranchante. Vous avez tout détruit, Julian. L'action est en chute libre. Le conseil convoque une réunion d'urgence pour évaluer votre position de PDG. Qu'il le fasse, répondit calmement Julian. J'ai fait ce qu'il fallait. Pour une fois dans ma vie. Il mit fin à l'appel avant qu'elle ne puisse reprendre la parole. Il se tourna vers Marcus. Des nouvelles d'Ella? Elle est toujours à Yonker, rapporta Marcus. Mais elle n'accepte pas de visiteurs. Même pas de vous. Julian ne fut pas surpris. Il l'avait profondément blessé. Mais il n'arrêterait pas d'essayer. Il s'assit, sortit une feuille de papier à en-tête et commença à écrire à la main. Pas pour la presse. Pas pour le conseil. Mais pour Ella. Ella, je n'attends pas ton pardon. Je veux juste que tu saches. Tu m'as changé. Tu n'as pas seulement sauvé mon grand-père. Tu m'as sauvé de la personne que j'étais en train de devenir. S'il y a un jour où tu es prêt à parler, j'attendrai. Il scella la lettre et la tendit à Marcus avec pour instruction de la livrer à l'hôpital général de Yonker. Alors que le soleil plongeait bas sur la ligne d'horizon de la ville, Julian se tenait à la fenêtre, rempli d'un calme qui n'était ni paix ni douleur. Il avait dit la vérité. Mais serait-ce suffisant pour la ramener? Chapitre 9. Le retour avec la foi. La douce lumière du début de l'automne filtrait à travers les feuilles d'érable pourpre dans la banlieue de Yonker, jetant une lueur chaude sur le visage d'Ella Monroe. Elle se tenait devant un bâtiment fraîchement rénové avec une enseigne modeste mais digne, Monroe Care, écrit en lettres élégantes mais audacieuses. Autrefois un centre communautaire abandonné, cet endroit avait été transformé en une clinique gratuite pour les plus démunis. Un rêve qu'Ella n'avait jamais osé croire possible. Elle lissa le devant de sa blouse blanche, prenant une profonde inspiration tandis que son cœur s'emballait, un mélange de joie et de nervosité. C'était le jour de l'inauguration, et la personne qui avait rendu cela possible n'était autre que Julian Thorn, l'homme qui avait autrefois ébranlé sa vie jusqu'à ses fondations. 3 mois s'étaient écoulés depuis les excuses publiques de Julian. Après s'être tenu devant les caméras pour laver son nom et offrir un repentir sincère, il s'était présenté à l'hôpital général de Yonker avec une lettre manuscrite. Au début, Ella avait refusé de le rencontrer. Son cœur était encore meurtri par la tempête médiatique qui l'avait presque brisé, mais la lettre avait changé quelque chose. « Tu n'as pas seulement sauvé mon grand-père. Tu m'as sauvé de moi-même. » C'était calme, honnête et vulnérable. Et ainsi, un après-midi tranquille, avec Liam stable et en convalescence, elle accepta de le voir. Pour la première fois, ils parlèrent non pas comme accusateurs et accusés, mais comme 2 personnes essayant de réparer ce qui avait été brisé. Julian se tenait au fond de la salle principale de Monroe Care, ses yeux ne quittant jamais Ella alors qu'elle coupait le ruban de cérémonie. La petite foule, composée d'infirmières, de bénévoles et de quelques journalistes locaux, éclata en applaudissements. Ella, radieuse mais encore un peu timide, s'approcha du microphone. « Monroe Care n'est pas seulement une clinique, dit-elle, sa voix claire mais émue. C'est un endroit où tout le monde, riche ou pauvre, est traité avec compassion. J'espère que cela deviendra une lumière pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. » La poitrina de Julian s'acerra. Il se souvint l'avoir tenu dans la tempête de neige,
réalisant à quel point elle était précieuse. Après la conférence de presse, Thorn Enterprises avait affronté son propre blizzard. Chute des actions, membre du conseil menaçant de l'évincer. Mais Julian n'avait pas bronché. Il avait négocié avec les actionnaires, restructuré des projets clés et stabilisé lentement l'entreprise. Plus important encore, il était resté aux côtés d'Ella. Non seulement avec des fonds, mais avec sa présence, avec intention. Après la cérémonie, alors que la foule se dispersait, Julian s'approcha d'Ella avec 2 tasses de café. « Tu l'as fait » dit-il avec un doux sourire. « Monroe Kerr est un témoin. Nage de ton cœur. » Son regard encore un peu sur la défensive, mais plus froid. « Je n'ai pas fait ça toute seule, » répondit-elle. « Tu as aidé à rendre cela réel. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « Je ne sais pas si je t'ai pardonné, mais tu as changé. Je peux le sentir. » Julian hocha la tête, quelque chose se détendant en lui. « Je ne demande pas le pardon, Ella. Je veux juste être là, continuer à faire ce qui est juste. Pour toi, pour ce en quoi mon grand-père croyait. » Dans les semaines qui suivirent, Ella et Julian commencèrent à travailler côte à côte, non seulement à Monroe Kerr, mais sur d'autres projets de proximité. Ella retourna à son métier d'infirmière, dirigeant des cliniques gratuites et des événements pour les enfants défavorisés. Les médias, autrefois vicieux, la qualifiaient maintenant de symbole de compassion. De nouveaux articles louaient sa résilience. Les photos d'elle et de Liam à Monroe Kerr devinrent des icônes d'espoir. Mais Ella ne se laissa pas distraire par les louanges. Elle resta humble, engagée et concentrée. Julian, lui aussi, se transforma. Il devint une présence constante dans sa mission, utilisant Thorn Enterprises pour fournir du matériel médical, financer des services et organiser des cliniques mobiles. Il passait de longues nuits à trier des papiers, à emballer des fournitures, puis, lentement, à partager plus que de simples tâches. Un soir, alors que le clair de lune se déversait par les fenêtres de la clinique, ils s'assirent dehors sur un banc en bois dans le jardin. L'air était vif, mais aucun des deux ne voulait partir. « Tu sais, » dit Julian tranquillement, « avant, je pensais avoir tout compris. L'argent, le pouvoir, le succès. Mais toi, tu m'as montré ce qui compte vraiment. » Elle a souri, son premier sourire sans défense depuis des mois. « Et toi, tu m'as montré que les gens peuvent changer, Julian. » Je ne le croyais pas avant. Il la regarda, son cœur battant la chamade. Il voulait prendre sa main, lui dire ce qu'il ressentait, qui avait grandi bien au-delà de la gratitude. Mais il se contenta de lui sourire en retour, laissant le moment reposer. Patient, profound, et real. Leur lien grandissait, non pas à la hâte, mais enraciné dans la confiance et la compréhension. Un mois plus tard, lors d'un événement caritatif organisé à Monroe Kerr, Julian et Ella se tenaient côte à côte, distribuant des trousses médicales aux enfants. La presse était présente, mais cette fois, pas pour un scandale. Un journaliste s'approcha. « Mademoiselle Monroe, Monsieur Thorn, vous êtes devenus un duo très apprécié. Y a-t-il quelque chose de plus entre vous ?» Ella rougit en regardant Julian. Il gloussa et répondit. « Nous sommes partenaires, au service des autres et dans nos objectifs. Quant à l'avenir, qui sait ?» Il fit un clin d'œil et Ella laissa échapper un rire, du genre qui le réchauffa jusqu'au plus profond de lui. Cette nuit-là, après l'événement, Julian lui prit la main et la conduisit dans le petit jardin derrière la clinique. « Ella, dit-il sérieusement, je ne peux pas te promettre le monde, et je sais que tu n'en veux pas, mais je peux te promettre d'être à tes côtés, de construire quelque chose de significatif, ensemble. » Elle le regarda, ses yeux brillants au clair de lune. « Alors reste, » murmura-t-elle, « c'est tout ce dont j'ai besoin. » Ils restèrent là, main dans la main, non pas un couple parfait, mais 2 personnes imparfaites qui s'étaient trouvées à travers la douleur, la rédemption et la grâce. Et ensemble, ils écriraient une nouvelle histoire. Une histoire bâtie sur la compassion et la confiance restaurée. Vous regardez Soul Stories, en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Chapitre 10. Le mariage dans le jardin. L'automne dans le Vermont peignait le petit jardin de la maison de retraite Saint-Agnès de riches teintes dorées et de rouge flamboyant, les feuilles d'érable tourbillonnant doucement dans l'air vif et pur. Ella Monroe se tenait tranquillement au bord du jardin, un bouquet de lavande à la main,
ses douces fleurs violettes captant la lumière comme quelque chose de sacré. C'était la fleur que Henry Thorne avait aimée, la fleur qu'elle avait l'habitude d'apporter à son chevet pendant qu'il partageait des histoires de regrets, d'héritage, et sa peur que son petit-fils ne perde un jour son cœur à la froideur du pouvoir. Maintenant, le jardin n'était pas seulement un souvenir, c'était un commencement. Elle apportait une simple robe blanche, élégante mais sans prétention, qui épousait sa silhouette menue avec grâce. Son maquillage était minimal, juste une touche de rose sur ses lèvres, mais son sourire éclipsait tout ce qu'elle aurait pu porter. C'était le jour de son mariage, le jour où elle deviendrait l'épouse de Julian Thorne, l'homme qui avait autrefois douté d'elle, l'avait blessée, mais qui s'était aussi tenu devant le monde pour défendre son nom et avait donné tout son cœur à la rédemption. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de Monroe Care. Pendant ce temps, Ella et Julian étaient devenus inséparables. Ils organisaient des cliniques mobiles, distribuaient des médicaments et apportaient de l'espoir à des communautés longtemps oubliées. Julian, autrefois l'archétype du PDG froid et calculateur, retroussait maintenant ses manches dans de modestes chemises, distribuant des trousses médicales et jouant au football avec les enfants. Ella restait la même au fond d'elle-même, humble, dévouée, mettant toujours Liam en premier. Il y a 2 mois, Julian l'avait ramené dans le jardin de Saint-Agnès. Sous un vieil érable, la lumière du soleil filtrant à travers la canopée, il s'était agenouillé avec une petite bague en argent à la main. Pas de diamant, juste une simple inscription. Ma lumière. Ella Monroe, avait-il dit, la voix tremblante mais assurée, tu n'as pas seulement sauvé mon grand-père. Tu n'as pas seulement sauvé Liam. Tu m'as sauvé de la solitude, de tout ce que j'étais autrefois. Je ne te promets pas le monde parce que je sais que tu n'en veux pas, mais je te promets de t'aimer et de te chérir pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Des larmes brillèrent dans ses yeux. Oui, Julian, murmura-t-elle. Pas pour la richesse, pas pour le nom, mais parce que j'ai vu qui tu es vraiment. Ils s'étreignirent sous l'arbre alors que des pétales de lavande flottaient sur la brise. Le jardin, semblait-il, était témoin de vœux non encore prononcés, des vœux enracinés dans le pardon et un amour sincère. Leur mariage eut lieu là même, simple, sincère et intime. Seules quelques personnes étaient invitées. Liam, maintenant en pleine forme après son opération, courait entre les rangées de chaises, jouant avec les enfants de Monroe Care. Madame Rosa, la fidèle voisine d'Ella, Monsieur Walter de la maison de retraite, rayonnant dans son fauteuil roulant. Et Marcus, l'assistant loyal de Julian et maintenant leur cher ami. Il n'y avait pas de caméra, pas de gros titres, juste le chant des oiseaux, des rires et le bruissement des feuilles. Ella remonta l'allée jonchée de feuilles, main dans la main avec Liam, qui la serrait fièrement. Julian l'attendait dans un costume gris anthracite, les yeux ne la quittant jamais. Quand elle l'atteignit, il lui prit la main et murmura « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue, Ella ». La cérémonie fut célébrée par un pasteur local qui avait autrefois connu Henry Thorne. Il parla du jardin comme d'un lieu de guérison et de seconde chance. Quand vint le moment de leurs vœux, Julian parla le premier. « Ella, dit-il, la voix stable et pleine, je vivais pour la réputation, pour le contrôle, mais tu m'as appris que la monnaie la plus précieuse de la vie est la confiance et l'amour. Je jure de te protéger, de marcher avec toi et de t'aimer. Pas seulement aujourd'hui, mais toujours. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Ella alors qu'elle répondait. « Julian, tu m'as montré que même les erreurs les plus profondes peuvent nous mener à quelque chose de beau. Je jure de me tenir à tes côtés à travers chaque joie et chaque tempête, non pas pour autre chose que l'amour que nous avons construit. » Ils échangèrent les anneaux. La petite foule éclata en applaudissements. Et depuis le premier rang, Liam cria. « Ella, Julian, vous êtes des super-héros. » Les rires retentirent comme des cloches. Julian se pencha et l'embrassa. « Do respect you, infini. » Après la cérémonie, les invités se rassemblèrent autour d'une modeste table de réception sous les arbres. Il y avait des biscuits faits maison, du cidre de pomme chaud et une musique douce s'échappant d'une petite enceinte. Monsieur Walter leva un verre de cidre et porta un toast. « Henri serait fier de toi, mon garçon, et d'elle. Elle t'a donné un cœur. » Julian Surratt, Sarant la main d'Ella. Il avait raison. Ella est ma lumière. Il se tourna vers elle, les yeux brillants. Et je ne laisserai jamais cette lumière s'éteindre. Ella rougit, mais sa prise sur sa main se resserra. Nous la ferons brûler ensemble, Julian. Pour Liam, pour Monroe Care, et pour tous ceux qui ont besoin de nous.
Alors que le soleil déclinait, jetant des teintes orangées dorées sur le jardin, le couple se tenait côte à côte, regardant Liam rire avec les autres enfants. Il n'était pas un couple parfait, pas des héros aux yeux du monde. Mais dans ce jardin, où l'histoire de Henry s'était terminée et la leur avait commencé, ils avaient trouvé quelque chose de durable. Non pas bâti sur la richesse, non pas forgé dans la célébrité, mais ancré dans la vérité, la gentillesse et la lumière. Cette nuit-là, après le départ des invités, Julien et Ella s'assirent sur le banc en bois sous les étoiles. « Tu sais, » dit Julien, sa voix basse et chaleureuse. « Je croyais ne pas mériter ce genre de bonheur. Mais tu m'as donné une chance de devenir quelqu'un de meilleur. » Ella posa sa tête sur son épaule, souriant. « Et tu m'as donné quelque chose en quoi croire à nouveau. Un nouveau départ. Merci, Julien. » Ils restèrent assis en silence, les doigts entrelacés, tandis que la lune se levait et que des pétales de lavande flottaient doucement dans la brise. Le jardin de Saint Agnès, autrefois lieu de chagrin et de solitude, était devenu un sanctuaire d'amour, de rédemption et d'un avenir écrit non pas avec des regrets, mais avec de l'espoir.